Voilà. Bon, écoutez, nous, on a une demi-heure de retard, donc on cause 15 minutes. C'est parti pour les questions. Anne. Alors, merci à tous les intervenants pour ces présentations très riches. Je dois dire que j'ai beaucoup apprécié d'avoir les deux premières successivement, le vélo et le cirque, parce qu'en regardant les exposés, je me dis que, en réalité, le type de cycliste que Léger représente semble quand même assez fortement lié au cirque. Et je dis ça en raison des costumes. Et c'est vrai que ça m'intéresserait d'avoir des éclairages sur l'évolution du costume de cyclotourisme au XXe siècle, parce que franchement, ça ressemble à des costumes d'acrobates assez nettement. Ensuite, j'ai un questionnement sur la question du vélo dressé, ce qui est quand même une représentation assez paradoxale. Et je me dis, mais c'est à vérifier, que c'est peut-être justement lié au vélo de cirque, qui est l'objet lui-même de manipulation, qui doit avoir une certaine légèreté. Après, j'ai une question un peu technique. Dans la Grande Julie et dans notre céramique, en fait, on a l'impression qu'il y a 3 roues. Ou alors, est-ce que c'est le cadre? Est-ce qu'il y avait au cirque des vélos à 3 roues? Ou alors, est-ce que c'est le cadre qui est dessiné rond? Mais il me semble que là, il y a des choses à creuser, même si, évidemment, il y a aussi le contexte des loisirs, de la promenade. Mais il me semble que ce serait intéressant de creuser, et là je m'adresse aux spécialistes du cirque, cette question des numéros de vélo au cirque, en fait. Alors, Magli. Oui, oui, dès le début 20e, il y a eu des tours de piste par des cyclistes. Le premier vainqueur du Tour de France, c'est des numéros. Alors, qui étaient des tours de piste. On imagine très rapide parce qu'une piste de cirque, c'est 12 mètres de diamètre. Mais on sort d'une expo avec Pauline sur 150 ans de cirque à Elbeuf. J'en profite, je fais la pub, mais enfin, elle est terminée. Mais le cirque théâtre d'Elbeuf, qui est un bâtiment en dur, a encore un certain nombre de programmes. Et on sait que le premier vainqueur du Tour de France est venu en 1902 faire des tours de piste. Non, mais il est venu en 1902 à Elbeuf. Donc avant de gagner. Et c'était présenté dans des programmes parmi des attractions sensationnelles, des numéros de gymnastique. Donc, mais c'était présenté comme des cyclistes sportifs. Voilà. Donc ça c'est sûr qu'il y a eu ce type d'exercice. Et assez vite, comme dans toutes les techniques importées par le cirque, il y a eu des formes de spectacularisation. C'est-à-dire qu'on a d'abord eu une importation d'exercices qu'on a eu avec la gymnastique au milieu du 19e. Et ensuite, on a spectacularisé ces exercices. Donc, sans doute, un travail sur les objets, les bicyclettes utilisées en cirque, effectivement, sont plus légères, sont plus maniables, ont des possibilités techniques qui ne sont pas les mêmes que pour d'autres, pour la vitesse, pour la course. Donc là, il faudrait sans doute chercher, documenter un petit peu les types d'exercices auxquels il a pu assister dans les cirques. Mais ça, c'est certain qu'il y a une porosité à cet endroit-là. Ah, pardon. Oui, je voulais. Oui, je te laisse. Ah, pardon, oui. Donc, dans cirque, il y a un gros paragraphe et puis petites allusions donc, sur justement les exercices de l'acrobate cycliste. Et Léger parle de l'acrobate cycliste comme étant un homme serpent. Et il décrit donc l'exercice où l'on voit finalement, puisque c'est seulement, enfin on voit par l'écriture, où il évoque justement cet acrobate qui met son vélo donc vertical et qui à l'intérieur finalement on imagine tel qu'il le dit, donc à l'intérieur il passe donc à l'intérieur du cadre et il se retrouve ensuite donc à plat,
Donc là, il y a une espèce de... On imagine là, cet exercice et il évoque le danger de l'exercice. Il évoque donc finalement, ça peut se terminer par une flaque de sang. Et donc il y a cet aspect-là, un exercice là qui est décrit. Il est vraiment très, très intéressant. Et il évoque aussi pour l'acrobate de cirque, mais aussi finalement pour le cycliste de route. Il évoque une comparaison avec, je sors un petit peu de ce qui a été posé, une comparaison avec la danseuse. Donc en disant que finalement le cycliste, c'est dangereux, même pour tout le monde. Il parle donc des quelques centimètres qu'on déborde, on peut déborder, et là donc c'est l'accident. Mais alors donc avec la danseuse, il dit de ce vélo qu'il repose sur finalement comme une danseuse sur des pointes, puisque vous avez la roue avant, la roue arrière, et c'est tout, et c'est des petites sections. Donc il insiste là pour évoquer ce lien entre danseuse et puis cycliste. Donc il a bien évidemment parlé beaucoup, donc dans le livre Cirque, de l'acrobate cycliste. Hein. Et à l'époque, d'ailleurs, il y a eu, dans les années 30, à Paris, donc des troupes d'acrobates cyclistes qui sont venus. Donc, il a pu commenter ça. Alors, il y avait Jean-Marc, il y avait Denis, et puis après Jean-Marc, et après Julie. Et après... Juste pour donner une autre piste rapidement, il y a dans les années juste avant la Première Guerre mondiale et après la Première, il y a tout un tas de courants de vélo artistique qui s'est développé. Alex l'a rapidement évoqué, mais alors je ne sais pas si c'est le cas de Léger, je sais pas mais c'est pas forcément rattaché aux pratiques circassiennes. Il y a une discipline cycliste qui s'appelle le vélo artistique, qui vient en parallèle du vélo du cycleball, par exemple, et qui s'est beaucoup développé dans l'Est de la France. Alors je ne sais pas s'ils puissent ces modèles par là, mais en tout cas, c'est indépendant des pratiques circassiennes, entre autres. Jean-Marc et après Julie, dans l'ordre. Oui, enfin, juste une précision. Moi, j'étais d'accord avec Denis. On pourrait explorer aussi la piste finalement du monocycle, mais avec des vélos à deux roues, en fait, qui peut-être pouvaient permettre de mettre le vélo donc à la verticale pour essayer d'utiliser le pédalier, etc. Bon, bref. Moi, ma question, elle concerne peut-être un petit peu tout le monde et aussi les collègues du musée Léger. C'est que j'en discutais avec Nelly tout à l'heure. Je voulais savoir si Léger travaillait aussi à partir de photographies, c'est-à-dire de photographies qu'il ait pu prendre dans ses déambulations, dans les villes, etc. Parce que j'ai l'impression que dans toute cette période, et comment Alex a évoqué un petit peu ça, on a l'impression que c'est comme des photos. On représente des artistes ou des cyclistes à la fin de leur randonnée, en début de randonnée. Et ça m'a fait penser à peut-être que il partait de photos ou de choses qu'il avait en tête et qu'il avait photographiées avant de retravailler. Donc je voulais savoir si l'utilisation de la photo, puisqu'on a bien vu le lien avec le cinéma, était un point de départ aussi pour créer ensuite. Qui veut répondre chez les spécialistes? Julie, comme tu reprends la parole avant de ta question, tu donnes un élément de réponse. Pardon, oui. Bon, je vais donner mon... C'est bon ? Oui. Peut-être que Nelly pourra compléter ce que je vais dire, parce qu'on a Nelly qui est là, hein, qui a travaillé 42 ans sur Fernand Léger, donc qui sur le sujet sûrement pourra apporter des informations, puis surtout son point de vue. Il me semble que c'est un sujet qui reste à explorer, le rapport entre Léger et la photo, même s'il y a eu déjà des
des expositions sur Léger photographié par ses amis photographes, ce genre de choses. On sait qu'il a travaillé sur photo, notamment quand il travaille sur la création du monde. Il ne va pas au musée d'ethnographie, mais il travaille d'après des ouvrages, des reproductions photographiques pour créer ses décors et ses costumes, puisqu'on a retrouvé les modèles photographiques. Donc c'est des cas précis où on sait qu'il a travaillé sur photo. Si vous prenez la grande parade sur fond rouge qu'on a vu tout à l'heure, en effet, la composition, elle est photographique. C'est une photo de famille, d'artistes qui posent. Donc il y a une composition qui est clairement inspirée par la photographie, mais pas forcément d'une photographie matérielle, réelle, précise. Léger est influencé par la photographie dans la manière de composer. Il faut aussi penser qu'il est ami de Doisneau, par exemple, qui au même moment travaille sur les mêmes thématiques, le cirque, le musical, le monde de la rue. Donc il y a des liens étroits avec la photo, sans qu'on puisse dire vraiment que Léger a travaillé systématiquement d'après photo. Je pense qu'il est plutôt imprégné dans la ville. Il regarde, il parle de son œil qui enregistre comme une caméra dans ses textes. Il regarde, il enregistre avec son œil et ensuite il reconstitue a posteriori avec la mémoire. Je crois que c'est plus ça sa manière de travailler, bien que la photographie a pu quand même jouer un rôle. Je peux poser une question? C'est toujours sur le vélo, donc je continue. Je voulais juste dire à Alex qu'il me semble que dans Naissance d'une cité, qui est un spectacle que Léger met en scène et réalise les décors dans le cadre de l'exposition internationale de 1937, qui est mis en scène par Jean-Richard Bloch, qui est un auteur très proche du Parti communiste et un ami de Léger. Il me semble que Léger imagine de reconstituer la vie moderne et la ville moderne et les modes de vie populaires, donc le travail, les loisirs, etc. Et qu'il y a des courses cyclistes qui sont prévues. Ça se passe au Veldiv. Et tout autour du Veldiv, il y a des courses cyclistes qui sont prévues. Donc Léger représente le vélo, comme vous l'avez dit, avec différentes périodes, différentes ramifications et nuances. Mais il y a aussi l'utilisation du vélo lui-même comme objet, il me semble, dans ce spectacle. Mais je vous dis peut-être une bêtise. Vous confirmez, Nelly? Voilà. Qui répond alors? Nelly? Nelly Maillard. Merci, oui. Le spectacle total imaginé pour Naissance d'une cité incorpore à la fois du cirque, les vélos, le théâtre, le chant, la musique. Donc c'est un spectacle total et dans lequel il faut reprendre point par point peut-être ce qui se passe dans le même temps, c'est-à-dire il y a des spectacles qui interviennent dans le même moment, et puis il y a des spectacles qui se succèdent. Voilà. Donc il faut peut-être revoir le synopsis, enfin tout ce qui a été écrit au niveau de Naissance d'une cité. Voilà, moi je voulais juste vous dire que ma remarque sur les cyclistes de Léger, c'est aussi la place de la femme dans la société. Et qu'aux États-Unis, c'est un regard de la part de Fernand Léger de voir la femme vraiment comme sujet principal d'une société qui se remet en marche avec l'après-guerre, qui montre son corps d'une façon différente, avec des costumes différents, et qui peut-être amorce pour lui un nouveau regard sur la société ou quelque chose dans ce sens-là. Et qui passe aussi peut-être par ce qu'il peut lire aussi, et à la même période, ou ce qu'il peut voir aussi au cinéma. Donc c'est le sujet féminin, moi, qui me paraît aussi très important, comme il a, au départ de son œuvre dans les années 20, mais mis en avant le mécanicien, qui est aussi une promesse de mécanique, etc. Une preuve, peut-être, c'est le tatouage qu'elle a sur son épaule. Voilà, par exemple. Merci. Donc, on s'aperçoit un certain nombre de choses, de totalité, diversité que l'on voit dans les pratiques, diversité dans les spectacles, totalité dans le mouvement, un mouvement total. Et je crois qu'il y a un certain nombre de points qui se rassemblent. Y a-t-il encore des questions? Combien on attend 5 minutes. Allez, on se donne 5 minutes. Julie et Anne après. C'est pour Thomas, ma question. Thomas, je pense...
Il faut que je vous la pose. Vous avez parlé des maquettes pour Hanovre. Merci beaucoup pour votre intervention. On a vraiment appris beaucoup de choses sur le plan des archives. C'est vraiment exceptionnel tout ce que vous avez pu retrouver et reconstituer sur cette histoire de Hanovre. Merci beaucoup. J'avais une question sur les maquettes. Les 4 maquettes, vous en avez montré une. Si je ne me suis pas trompée, c'est celle qui est 2. Oui. Il y en a une qui est exposée dans nos salles. Donc vous la verrez pour ceux qui veulent demain, ceux qui viennent demain matin faire la visite avec nous du musée et de l'exposition en cours. Donc il y a une des maquettes de Hanovre qui est présentée en ce moment à l'étage. Mais en fait, sur cette maquette, c'est pas le motif du cyclisme. Voilà, donc je voulais que vous me disiez, si vous savez, pourquoi il y a eu un changement dans le programme, puisque au départ, en effet, c'était le jeu de ballon et le cyclisme, et pourquoi là, on a visiblement des acrobates qui sont représentés. Qu'est-ce qui s'est passé? Thomas Bauer. Merci beaucoup. En fait, il a fait 4 maquettes et il a fait des sports différents à chaque fois. Et puis à un moment donné, on en parlait avec Anne. Je crois que c'est Kahnweiler qui faisait l'intermédiaire, qui à un moment donné a dû choisir pour la ville de Hanovre une des maquettes. Et puis voilà. Mais en fait, il y avait plusieurs variantes sportives et puis voilà, il y en a une qui était cycliste. Et c'est sans doute pour ça, mais il faudrait creuser un peu plus, je crois, qu'on a dit que c'était le stade Vélodrome, parce que justement, après, comme on a sélectionné une image de cyclisme, c'est sans doute ça qui a donné, qui a emmené vers une fausse route, finalement, l'appellation stade Vélodrome. Alors, je voudrais revenir un instant sur la question de la photo. Dans le tableau des constructeurs qu'on a vu à plusieurs reprises, il y a en fait une structure métallique qui est à l'arrière. Et on sait que pour commencer ce tableau, en fait, Léger s'est inspiré d'une revue de propagande soviétique sur laquelle il y avait cet axe comme ça, avec cette perspective de structure métallique pour monter en fait un immeuble. Après, il a rajouté des choses à sa composition, des niveaux, des personnages. Bon. Donc l'utilisation de la photo comme source d'inspiration, je crois, est une certitude. Après, en ce qui concerne la photo, moi, il y a un point qui me paraît important et qui est un point qui est aussi lié à la question de la représentation du mouvement qui nous occupe tous aujourd'hui. Moi, je pense que rares sont les occasions où Léger veut vraiment exprimer le mouvement. Il fait comme ont toujours fait les peintres, c'est-à-dire qu'il représente une réalité qui peut être un mouvement, mais à un instant T, et souvent selon des codes assez traditionnels. Quand on regarde les loisirs, par exemple, on voit bien que c'est des gens qui posent, ils sont arrêtés, ils sont dans le mouvement d'une promenade, mais c'est comme s'ils se mettaient face à l'objectif, en fait. Et donc, de ce point de vue-là, Léger est dans la tradition de la peinture, et comme un photographe qui ferait un instantané, il fige à un moment donné un événement qui peut comprendre du mouvement. Mais rares sont quand même les occasions où il cherche à clairement exprimer par des artifices picturaux le mouvement. Cela dit, ce qui a été dit est très juste. Une petite provocation pour Christian. Cela dit, ce qui a été dit est extrêmement juste. Et il est à la recherche de la dynamique interne au tableau par les outils plastiques, de couleurs, de contraste. Voilà. Juste un aspect, c'est pas peut-être le mouvement dans sa réalité, c'est la représentation du mouvement, ou même plus encore l'évocation du mouvement. Et oui, l'évocation et la notion d'évocation, elle est, à mon avis, essentielle dedans. On peut avoir une impression, le mot impression est assez intéressant à ce niveau-là, ou une émotion du mouvement sans forcément représenter le mouvement. Et je crois que c'est ça le petit écart. Une dernière question peut-être, puis on... Alex Poyer, attends. Que Léger ne se lance pas dans une représentation, donc mettre quelqu'un sur un vélo et essayer de faire la représentation du mouvement. Non, mais donc j'ai regretté ça. Alors, c'est intéressant parce que on a un grand débat avec Jean-Yves sur cet aspect, sur la notion de déséquilibre. Parce que Jean-Yves dit qu'il y a beaucoup de déséquilibre, moi je dis qu'il y a
pas de déséquilibre du tout, en fait, qu'il n'est jamais, parce qu'il ne se confronte pas justement au déséquilibre et du mouvement. Il évoque le mouvement, mais il n'est pas dans la démonstration du mouvement, en fait, me semble-t-il. Et ça expliquerait pourquoi il ne s'occupe pas de représenter, ça ne l'intéresse pas, de représenter quelqu'un en train de pédaler. Ce n'est pas ça, c'est l'évocation du mouvement qui est encore plus important. Parce que le mouvement, il n'est pas qu'un mouvement physique. Il faut le voir comme un mouvement, et vous le savez très bien, ça a été largement démontré par tout le monde. C'est un mouvement émotionnel, c'est un mouvement social, c'est un mouvement politique. Et c'est ça qui fait la richesse. Et c'est cette mobilité totale qui, à mon avis, est l'élément central des choses. Et c'est pour ça que c'est peut-être encore plus intéressant que de vouloir montrer le mouvement qui ferait perdre le sens même de ce qui est ce qui l'occupe totalement, c'est la mobilité totale. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Juste pour terminer, oui, moi je voulais parler juste du rapport à l'espace. On en a un petit peu parlé au cours des différentes communications, mais quand on parle de mouvement, il y a le rapport à l'espace de Léger et comment Léger représente l'espace dans son tableau. Mais ce qui m'a interpellée, c'est la façon dont Magali parle du temps. Ça fait 2 fois qu'on parle du temps. Hier, on a eu une intervention sur Skating Rink où on a parlé du temps cyclique, du temps présent. Et là, à nouveau, l'esthétique du collage dont vous parlez, Magali, avec le cirque, ça nous rappelle comment Léger représente le temps en fait dans son œuvre. C'est une question qu'on se pose vraiment jamais. Mais je trouve que là, les communications nous amènent à interroger l'espace et aussi le temps, comment ce collage permet peut-être d'évoquer simultanément différents moments du cirque. C'est-à-dire des numéros qui se succèdent. Léger va peut-être les représenter de manière simultanée sur la toile, à la manière un peu des œuvres médiévales, où on avait parfois dans un même retable des scènes qui se succèdent normalement, mais qui sont représentées en même temps. Donc ça amène des nouvelles choses, je pense, votre approche. Ça permet d'interroger de manière plus large notre artiste. Juste pour répondre à Julie, je te rappelle qu'on devait faire quelque chose sur l'hétérotopie et donc l'espace. Et que, bon, c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup le temps, mais c'était exactement cet aspect sur l'espace. Dernière question, oui, une remarque. Dernière question et une remarque. Nelly Maya. Juste pour information, je ne sais pas si vous en avez parlé par rapport au cirque, la relation Blaise Cendrars Léger en 1920, il était prévu un ouvrage, le cirque déjà, je ne sais pas si vous avez... Voilà, j'ai eu l'occasion de le lire, alors donc voilà. Et on termine par une remarque de Anne Dopfer, et après c'est la pause repas. Oui, juste une remarque. Je m'aperçois qu'il y a un élément artistique central de Léger qui est le ballet mécanique, qui n'a pas fait vraiment l'objet d'une étude selon cet angle-là. Bon, on avait fait un colloque sur Léger et le cinéma, donc la question du mouvement, évidemment, est très centrale, mais je pense que ce serait intéressant de revoir le ballet mécanique. Et enfin, une information. Cette semaine, nous avons acheté une œuvre pour le musée, qui est un autoportrait de Fernand Léger qui a appartenu à Anatole Jakovski, voilà, avec lequel il a fait l'ouvrage La Petite Reine. Donc je voulais vous le signaler. Ce sera bientôt photographié, vous pourrez le retrouver. Un petit frisson dans le dos d'Alex quand il a entendu La Petite Reine. Voilà. Bien. Eh ben, merci beaucoup pour cette excellence. C'est dommage qu'on n'ait pas eu plus de temps pour échanger.